Je suis Ginette Kolinka, une jeune fille de 97 ans dans 2-3 mois. Je suis une des dernières survivantes des camps de l'amour. Bonjour Ginette. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview, ce témoignage pour mon concept Tu m'inspires, parce que vous êtes inspirante par votre combat, parce que vous avez vécu, et puis parce que moi j'avais envie, à travers cette vidéo aussi, d'être un passeur de mémoire. Ah, ça c'est bien. Et surtout, j'avais envie de transmettre ce message que je pense vous essayez de transmettre aussi au quotidien. Plus jamais ça. Je pense que c'est surtout ce qu'il faut dire. Tout à fait le terme exact. Plus jamais ça. Pourquoi que c'est arrivé tout ça? Parce qu'un homme nommé Hitler haïssait les Juifs. Cette période des camps de la mort a été une période qui m'a toujours énormément choquée, qui m'a beaucoup traumatisée et à laquelle je me suis beaucoup intéressée. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous rencontrer. On va peut-être commencer par une date qui, je pense, forcément vous parle. C'est le 13 mars 1944. Non seulement elle me parle, mais elle ne m'a jamais quittée, parce que c'est le jour où j'ai été arrêtée. Ouais. Je suis sur le marché, ce jour-là, je fais les marchés à Avignon, et c'est une très très belle journée. Normalement, je ne dois pas aller déjeuner parce que je trouve que ça ne ferait pas de mal pour ma ligne. Et puis, comme c'est ma sœur et ma cousine qui avaient été déjeuner en premier, et quand elles reviennent, elles me vantent les qualités du repas, eh bien, j'ai jamais pu lutter, je suis partie déjeuner. Et j'arrive à la maison, il y a 3 personnes qui sont là. Alors, c'est même pas la peine de chercher, on le sait, et la Gestapo ne quitte pas leur uniforme, leur manteau de cuir et leur chapeau. Vous savez, même en pleine canicule, ils ne les quittaient pas. Il y a mon frère, mon père et mon neveu. 3 personnes du sexe masculin. Et quand on a été arrêtés, naturellement, on nous a accusés. Vous êtes juive, parce que pour eux, si on allait en zone libre, c'est parce qu'on était juive, naturellement. Mais pourquoi que vous dites qu'on est juive? On n'est pas juive, pas du tout. Et la Gestapo est au courant des coutumes chez les juifs, la circoncision. Ouais. On était dénoncés, on était juifs, ils avaient la preuve, on a été embarqués. Quel est le problème avec les juifs à ce moment-là? Ça pose problème, pourquoi? Qu'est-ce qui dérange les nazis chez les juifs? Pourquoi eux? Hitler déteste les juifs. Moi, j'ai entendu que son grand-père était juif et qu'il était très, très sévère. Voilà, donc, il n'aime pas les juifs. J'ai aussi entendu que sa nounou, qu'il adorait, était juive. Et puis, un jour, il a quel âge? 4 ans, 3-4 ans. Il n'a plus de nounou. Elle l'a laissé tomber, en plein, comme ça, sans rien lui dire. Alors donc, il déteste les juifs. Vous n'avez, j'imagine, jamais su qui vous avez dénoncé, ça ne vous intéressait pas de le savoir? Ça nous aurait intéressé de le savoir. Mais malheureusement, les gens qui ont le courage de dénoncer, leur courage s'arrête là. Hein. Ils ne mettent pas leur nom. On ne saura jamais. D'ailleurs, si ça se trouve, on serre la main de celui qui nous a dénoncés et on déteste celui qui nous a rien fait. L'arrestation, elle a été violente. Quel souvenir vous en gardez? Non, pas du tout violente. Vous êtes juif, et allez, on est embarqués. Tout le monde savait que quand on était arrêté, c'était pour aller dans un camp de travail. On passe d'abord par Drancy. C'est fini, il n'y a plus de Français maintenant. On n'est plus qu'avec l'armée allemande. Alors c'est des cris, c'est des hurlements, on va passer vite, on n'est pas bien rangé. Et maintenant, on se retrouve sur le quai de la gare et il y a un train devant nous. Les wagons sont tous ouverts, ils sont vides. Mais moi, ce que je pense, c'est un train de marchandises devant nous, il va partir. Eh ben non, le train de marchandises est pour nous,
on va nous pousser dans les wagons. Ça, c'est un moment où je crois qu'aucun déporté ne pourra ne pas s'en souvenir. Hein. Vous vous rendez compte, dans un wagon, on est combien, je ne sais pas, 60, 70 personnes qui ne se sont pas lavées pendant 3 jours, 3 nuits. Il y en a même qui ont fait leurs besoins sous eux. C'était une infection. On nous a fait descendre, on nous a poussés pour qu'on descende des wagons. Et alors, naturellement, il y avait des gens qui avaient des bagages. Ils voulaient récupérer leurs bagages. Non, 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 non. On devait descendre sans rien. C'est eux qui se chargeaient d'emmener toutes les affaires parce que le train était arrêté loin du camp. J'étais prête à descendre du wagon sur le quai et quand j'ai entendu les officiers qui hurlaient quelque chose. Donc moi, je ne comprends pas un mot d'allemand, je demande autour de moi qu'est-ce qu'il dit et on me traduit les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui n'aiment pas marcher. Comme le camp est loin de l'endroit où c'est arrêté, il va y avoir de la marche à faire et ça sera pénible à travers champs. Alors, on a mis à votre disposition des camions. Et du coup, à papa et à mon petit frère, bah, profitez-en, prenez le camion, on se retrouvera tout à l'heure. Et j'aurais voulu l'embrasser, mais il était déjà parti. Vous pensez bien faire en leur disant... Ben, naturellement, voilà, toujours, naturellement, ça a toujours été un grand remords pour moi. Même maintenant encore, alors que je sais que de toute façon, ils étaient dans les nazis avaient des limites, 15 ans, 45 ans. Moins de 15 ans, ils estiment que c'est trop jeune, on ne peut pas travailler pour eux, et plus de 45 ans, trop vieux pour travailler pour eux. Ils acceptaient de laisser vivre les Juifs à condition qu'on puisse travailler. Mon père a 61 ans et mon frère a 12 ans, donc ils ne sont pas dans les temps. Du coup, vous avez appris que votre papa et votre frère, du coup, avaient été tués par les nazis. On a su tout de suite que quand ils étaient montés sur les camions, c'était pour mourir dans les camps, dans les chambres à gaz. On l'a su tout de suite. On n'a pas cru tout de suite. Comment voulez-vous croire des choses comme ça? C'était pas possible. Alors, les personnes qui pouvaient nous parler, qui nous approchaient, nous disaient qu'on ne leur verrait pas. Parce qu'on leur demandait, alors, quand est-ce qu'on verra ceux qui étaient rentrés en camion? Vous ne la verrez plus, mais on ne le croyait pas. On ne les croyait pas. Comment voulez-vous croire des choses comme ça? Ah oui, c'est sûr. Personne ne le croit. C'est pas possible. Et au bout d'un certain temps, j'aperçois des cheminées, de la fumée, une odeur un peu spéciale. Seuls ceux qui ont été dans les camps peuvent vous dire. C'était un mélange de chair brûlée, de saleté, de crasse. En attendant, cette fumée dégageait une odeur spéciale. Et puis, ce qui me chiffonnait dans ce camp de travail, c'était les barbelés qui l'entouraient. Un camp de travail avec des barbelés, et puis des barbelés avec des soldats qui étaient là tous les 20-25 mètres, mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp. Et puis, on en voyait d'autres, miradors, mais plus haut, en hauteur. On apercevait des silhouettes. Je me suis trompée. Un camp de travail, c'était pas ce que je pensais. On va rentrer dans une salle vide, mais parallèle au mur, il y a des tables. Et derrière ces tables, il y a des femmes. Elles sont là, 2 par 2, derrière une table. Nous, on est devant maintenant. Il faut qu'on se mette en rang. Coup de pied devant, coup de pied derrière. Et on est rangé comme ils veulent à peu près. Les ordres arrivent, déshabillez-vous. La nudité totale. Et pour vous, c'est compliqué parce que... Pour moi, ça, je ne sais pas pour les autres. Peut-être que d'autres ont accepté ça plus facilement que moi. Mais moi, j'ai honte. Je suis peut-être trop pudique. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette réaction. En tous les cas, moi, non seulement j'ai honte, mais je suis malade de honte. Je n'ose regarder personne. J'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Et maintenant, je suis devant la table où il y a les femmes. Il y en a une, elle a un registre, et l'autre
alors que je cachais mes seins, prend mon bras, et sur mon bras, elle me met un numéro. Vous voulez le voir? Oui, vous l'avez toujours. J'imagine que... Oui. Non, il aurait pu partir, mais j'ai pas eu l'occasion. C'est vrai qu'au début, dès que j'étais libérée, moi je voulais le renlever. Il est vraiment petit et très très bien tatoué. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Ça je peux vous le garantir. Il y en a qui l'ont fait enlever, parce que vous savez, aujourd'hui, avec du laser, on peut l'enlever. Ah, on peut, naturellement, mais j'ai jamais cherché. Non, jamais? Non, je ne le montrais pas. Jamais vous auriez vu Ginette avec des bras nus. Toujours des manches qui cachaient. Et quand c'était l'été, eh ben, l'été, je mettais un pansement, un abus place qui cachait mon numéro, pour ne pas avoir à répondre à des questions. Remarquez maintenant, je montre mon numéro et jamais, une seule fois même, on m'a dit « Ah madame, je vois que vous avez été dans les camps. » Jamais. Ah oui. Je crois que les gens ne le savent pas. D'accord. Vous le saviez, vous, qu'il y avait des gens qui avaient été numérotés? Ah bah oui. Vous le saviez? Oui. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Et vous, votre numéro, donc c'était combien? Il y a 6 chiffres? 78 599. Ça correspond, vous pensez à quoi? J'ai jamais posé de questions, maintenant je le regrette, mais est-ce qu'on aurait eu des réponses? C'est certainement par ordre alphabétique. Mais comment qu'on était 78 000? Et à ce moment-là, il y a des médias. Comment le monde peut ignorer ces choses-là et ne pas vouloir y croire? Les médias n'en parlent pas, tout est contrôlé? Mais vous savez où c'est Birkenau? Paumé. On ne connaît pas. Est-ce qu'il y avait des journalistes? Est-ce que... Moi non plus, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'on aurait pu le savoir, peut-être que... Mais moi, je ne sais pas non plus. En tous les cas, personne ne sortait vivant du camp de Birkenau. Alors comment voulez-vous que quelqu'un parle? Peut-être qu'il y avait des gens qui savaient, mais ceux-là, c'était de connivence avec les nazis, donc ils n'avaient pas envie d'en parler. Hein. Alors une fois que vous êtes dans ce camp de travail à Birkenau, comment ça se passe? À quoi ressemblent par exemple des journées? Quelle est la réalité sur place? Eh ben, une journée, ça ressemble le réveil est à 3h30, 4h du matin. Il faut tout de suite que vous soyez dehors à l'appel. Donc, c'est pas la peine d'essayer de vous déshabiller. Vous n'avez pas le temps de vous rhabiller. Je n'ai pas réalisé quand je suis rentrée comment qu'on devait être sale. C'est maintenant que je réalise, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2, que j'ai réalisé qu'on dormait avec les vêtements avec lesquels on travaillait, on ne les lavait pas, nos vêtements. On ne se lavait pas, on n'avait pas de rechange. À Birkenau, je ne me lavais pas. On vous faisait vous lever très tôt, vous avez commencé à recevoir donc des coups. Là, personne ne s'est rebellé. C'était quoi ces coups? Je pense que s'il y en a une qui s'est rebellée, les autres autour ont dû comprendre ce qu'elle dérouillait et que jamais une autre... on ne peut pas. Ce sont celles qui nous commandent sont des déportées aussi, d'ailleurs. Ah oui? Seulement, elles ont tous les droits sur nous. Tous, la moindre petite personne qui a un petit rôle, vous êtes rien pour elle. Donc vous êtes rien pour elle, elle a le droit de frapper, de vous tuer. De toute façon, je me souviens toujours, la Blokova. La Blokova, c'est celle qui va diriger la baraque où on va vivre. Quand on est rentré dans la baraque, la Blokova, qui nous a reçus, nous a fait un discours, normalement ça aurait dû nous glacer, mais comme on avait tellement eu de choses, en l'espace de 2-3 heures, on a tellement été de quelqu'un, d'un être humain, on n'est plus rien du tout, ça fait que la Blokova, quand elle nous reçoit, elle nous dit c'est moi qui commande ici, si vous acceptez mes ordres, il n'y aura pas de problème, ça se passera très bien, mais si vous voulez discuter mes ordres, alors là, ça pourra aller très mal, parce que j'ai le droit de vie ou de mort sur vous. Ici, vous êtes rentrés pour ne plus en sortir. Voilà le discours d'arrivée. On ne réalise même pas la gravité de ce qu'elle vient de nous dire. Il n'y a pas d'humanité qui se crée avec son bourreau, on peut l'appeler comme ça, parce que même si c'est quand même une déportée, elle est comme vous aussi. Vous savez, la question de solidarité
dans les camps, c'est très bien quand vous pouvez avoir de quoi aider. Mais quand vous n'avez rien vous-même et que vous avez la chance d'avoir un petit quelque chose, Ouais. eh ben, vous le gardez pour vous. C'est terrible. On devient égoïste dans Vous savez, je ne sais même pas si une mère a aidé sa fille ou si une fille a aidé sa mère. Au début, oui, peut-être, mais après, j'en doute. Qu'est-ce qu'on vous fait faire comme travail? Ah ben ça, il y avait différents. C'est même impensable tous les commandos qu'il y avait. Hein. Le mien, c'était des travaux de terrassement. Je l'étais par tous les temps dehors. J'ai fait des routes, j'ai creusé des fossés. Pour faire des routes, il faut des pierres. Les pierres, on les emmenait, il fallait les transporter, il fallait les casser quand elles étaient trop grosses. À partir du mois de mai 1944, eh bien, les trains sont arrivés directement dans le camp parce que des déportés comme moi, dans mon commando, on a installé les rails qui amenaient le train jusqu'au pied des chambres à gaz. Alors quand on vous dit on a emmené les rails, quand on dit qu'on a posé les rails, vous ne vous rendez pas compte. Mais quand il faisait froid, nos mains collaient sur l'acier, et quand il faisait trop chaud, les mains brûlaient sur l'acier, et toujours des coups et des coups et des coups. À part les personnes qui le faisaient, qui l'ont fait, et on ne peut pas se rendre compte de ce qu'on a fait. Moi-même, je ne réalise même pas comment j'ai pu casser des pierres. Vous vous rendez compte, casser des pierres? Mais oui, j'en ai cassé. On est épuisé parce qu'en plus, vous n'êtes pas On beaucoup était nourri. épuisés, mais épuisés, ils s'en foutent. On est là pour mourir. Si vous mourrez au bout de 3 mois ou si vous mourrez au bout de 3 jours, mais ils s'en foutent complètement. La main-d'œuvre est renouvelée. Il y a des convois tous les jours, presque. Il y avait une espèce de distribution d'eau un peu marron qu'on appelait café. Il fallait attendre 1h de l'après-midi, peut-être, je ne sais plus exactement. Il y avait la distribution de la soupe. Donc, la Capo distribuait la soupe. Si elle trouvait dans la ration qu'elle vous donnait, alors la ration c'est 1 demi-litre de liquide à peu près, un bon demi-litre de liquide. Elle nous servait dans des boîtes de conserve. C'était pas des boîtes de conserve d'1 litre, c'était la taille en dessous. Alors je sais pas combien ça fait. Donc si par hasard elle trouvait dans la louche, dans la boîte avec laquelle elle nous servait, quelque chose qui flottait, elle le prenait et puis elle le mettait. Elle avait un petit récipient à côté d'elle où elle récupérait, alors soit un petit bout de viande, peut-être un petit bout de légumes. Je me souviens quand la première fois où on a distribué la soupe, alors on attend chacun notre tour, il ne faut pas bouger, il faut rester à sa place, et on sert la personne qui est devant moi, et justement, dans sa petite boîte où il y a la ration, il y a un petit quelque chose qui flotte. La Capo, elle le prend et elle le met dans sa petite boîte. La fille, elle dit « Mais hey, c'est à moi ça !» Ça te plaît pas? La petite soupe qu'on attendait depuis toute la matinée, elle lui a pris, elle l'a jetée par terre. Maintenant, tu lécheras. Je peux vous garantir que plus, moi j'étais derrière, si elle se lave les mains dans mon écuelle, je dirais rien. Et puis personne. Une fois, on dit quelque chose, mais vous ne le dites pas 2 fois, parce qu'ils ont la force. Vous n'avez rien à dire. Quand on sait que on est destiné à mourir, quand on sait qu'on a faim, mais qu'on est obligé de travailler, à quoi on s'accroche pour continuer à travailler? On n'a pas envie de se laisser finalement mourir et de se dire j'abandonne? Non, moi je ne peux pas dire quoi que ce soit là-dessus. J'ai jamais pensé mourir, j'ai jamais pensé vivre. Il est très intéressant pour survivre de ne pas penser. Moi, je crois que si je suis là, c'est parce que je n'ai jamais pensé. Et pourquoi penser? Parce que mon cerveau ne travaillait pas.
je me rappelle que quelquefois, j'essayais de me rappeler le visage de ma mère ou d'une de mes sœurs. Rien à faire. Rien à faire. Je suis en train de vous parler, là, et ben, je vois le visage de ma mère. Et je vois le visage de pas toutes mes sœurs à la fois, mais je vois le visage d'une ou deux sœurs. Là-bas, rien. Jamais. Pourquoi? Je pense que le cerveau était mal nourri et puis il ne pouvait pas faire son travail. Vous pleuriez? Oh, ça, j'ai jamais pleuré. Hein. En tous les cas, je crois pas. Je pleure. Ce que je sais, en tous les cas, maintenant, je ne pleure plus. Mais là-bas non plus, on ne pleurait pas. Ça aurait fait trop plaisir, je pense, de voir nos bourreaux nous voir pleurer. Hein. Aujourd'hui, vous n'arrivez plus à pleurer en parlant de tout ça? Non. Pourquoi? Pourquoi que je ne pleure plus? Ben, je pense parce que mes sentiments, je les ai laissés au camp. Même mon mari, il était très 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 malade et quand il est mort, j'étais soulagée pour lui, au moins il ne souffre plus. Vous n'avez même pas pleuré quand je vous ai offert des roses? Ah oui, et j'ai même pas été émue. Oh non, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup et que vous vous étiez ruinés. Alors, comment se passaient là-bas, on va dire, les choses de la vie finalement quotidienne, c'est-à-dire, on pense à ça, par exemple, faire ses besoins quand on a ses règles. Est-ce que seulement on les avait? Peut-être une fois en arrivant, peut-être. Et après, ceux qui les avaient, c'est ceux qui étaient très bien nourris. Les toilettes, vous n'y allez pas quand vous avez envie, déjà, primo. Les toilettes, vous y allez quand on vous y emmène. Et quand on nous y emmène, et ben ma foi, quelquefois, vous n'arrivez... Parce qu'on est capable de se retenir. Et on se retient, on se retient, on se retient. Et quand le moment où vous arrivez aux toilettes, ben vous n'avez plus la force de vous retenir. Et si, alors comment vous imaginez les toilettes? Est-ce que vous avez une idée? Oui, peut-être maintenant. J'imagine, oui, des trous les uns à côté oui, des mais autres. ça c'est les toilettes du camp. On n'imagine pas des toilettes comme ça. Oui, on imagine pas l'histoire. Une toilette, on voit quand on toilette, on a un endroit isolé où vous allez vous fermer les portes, être tout seul. Oui. C'est ça. Faire ses besoins, c'est tout seul. Oui. Et bien, quand on est arrivé à Birkenau, les besoins tout seul, ça n'existe pas. On arrive et vous avez une salle où vous avez un socle, le socle est percé de trous, et vous avez des femmes côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins. C'est impensable. Il voulait nous humilier, Hitler voulait nous tuer, et comme il ne pouvait pas tuer tout le monde, au moins nous humilier. Il a cherché par tous les moyens. Vous vous rendez compte? Pensez à faire les toilettes. Mais pour moi, ça c'est le comble. Moi, le comble de la haine. Quand j'emmène les gens à Birkenau, beaucoup ne veulent même pas montrer cette salle. Et moi, j'y tiens particulièrement parce que pour moi, c'est le comble de la haine d'obliger les gens à faire leurs besoins côte à côte, dos à dos. On ne va pas aux toilettes quand on en a envie, on y va quand on nous y emmène. Et on nous y emmène que 3 fois par jour. Le matin, le midi, et puis le soir avant de se coucher. Ben, naturellement, il y en a qui ont des besoins entre-temps. Alors, quand vous avez la chance d'être rentré dans les toilettes et que vous avez un trou, bon, ben vous allez vous soulager. Mais la personne qui est derrière vous et qui n'a pas eu votre chance d'avoir un trou, eh ben, elle peut plus attendre. Ça part par terre comme ça. Et puis, alors, comme ça part par terre, elle vous tire parce qu'elle ne peut plus se retenir. Elle vous enlève de votre trou. Et vous n'avez pas terminé. Alors, vous aussi, vous en laissez sur le socle. C'est des endroits dégoûtants. Mais ces endroits dégoûtants, la première fois, naturellement, quand on voit ça, on est encore des êtres humains. On ne veut même pas s'asseoir. Ouais. Mais la personne qui surveille la salle comme ça, elle vous surveille. Elle veut que vous vous asseyez. Et quand par vacherie, moi je me souviens, je n'ai pas pu m'asseoir sur... D'abord quand j'ai vu la fille qui quittait le trou, l'état de ses fesses, mais j'étais écœurée. Hein. Et puis, alors, il faut quand même se soulager. J'étais donc pas assise,
j'avais les fesses en l'air et je faisais mes besoins. Eh bien, elle est arrivée, elle m'a appuyé sur les épaules, ça fait que je suis partie, j'avais les fesses toutes sales. Eh bien, dans ces endroits-là, je vous défie de trouver un confetti. Rien, 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 rien. Ce matin encore, j'étais en train de dire à ma copine, parce qu'on achetait du papier toilette, mais maintenant je suis là à hésiter, qu'est-ce que je prends, bleu, rose, triple épaisseur, double. Mais pendant 15 mois, je n'ai jamais eu un petit confetti. Alors au début, moi je ne me rappelle même pas si je l'ai fait. Il y en a qui se servaient des doublures de leurs vêtements qu'elles avaient. Mais je ne me rappelle même pas avoir fait ça, je crois. Tout de suite, on est sale. J'ai une camarade qui me disait, d'ailleurs au début ça me vexait, puis après, t'es sale Ginette. Mais on était toutes sales d'ailleurs. Hein. Mais enfin, pour qu'elle trouve que j'étais sale, certainement que j'étais sale. Et après, je me dis, si j'avais pas de culotte, si j'avais pas de papier, si j'avais la dysenterie, certainement que j'étais sale. Ça devait descendre dans les jambes. Mais comment voulez-vous que ça fasse autrement? On n'a pas le droit de quitter les baraques la nuit. Et il me prend une colique et où je me laisse aller et je salue mes voisines. Et puis je salue celles qui sont en dessous, parce que dans les paillasses qu'on avait, vous savez, elles n'étaient pas épaisses. Hein. Alors je me suis... Tant pis, je vais dehors pour me soulager dehors. C'est encore pas mal que j'avais trouvé une boîte de conserve. Hein. Celle à qui je l'avais fauchée, ça a dû lui manquer. Ouais, mais bon, c'était pas votre problème. Oh ben non, le problème, c'est maintenant que je pense à ça. Et sur le coup, certainement pas. C'était la nuit, je commence à m'installer pour me soulager, et au loin, j'aperçois une silhouette de ceux qui faisaient leur ronde. J'ai eu peur, je me suis jetée sur le côté, mais je n'avais pas vu que sur le côté, il y avait un fossé avec des fils de fer barbelés. Je me suis esquinté le pied, et pendant très très longtemps, j'ai eu une plaie affreuse au pied, et même quand je suis rentrée, encore pendant quelques années, la peau de cette plaie partait. Vous savez, je le raconte, et moi non plus, je ne sais pas comment qu'on a fait. Mais je suis revenue quand même. Hein. Mais il y en a tellement qui sont restés. Il y a un épisode aussi, enfin des épisodes qui sont choquants, c'est tout ce qui est tonte. On vous enlevait en plus des cheveux, les poils du sexe. Ça marche de pair. Les cheveux coupés, oui, beaucoup. Et quelques-unes qui ont eu les cheveux rasés. Et puis on n'avait pas de savon pour se laver la tête. Hein. Est-ce que on pense plus à son apparence physique? Est-ce que des femmes, par exemple, avaient envie de se regarder sans les cheveux? Comment elles réagissaient? Je ne saurais pas vous le dire. Et moi, je ne crois pas que je me sois regardée. D'abord, il n'y en avait pas. On aurait eu du mal à se retrouver dans une vitre, parce que la plupart des baraques, les vitres étaient remplacées par du carton. Les gens n'avaient pas de lunettes, alors on ne pouvait pas se regarder dans un verre de lunettes. Je ne pense pas qu'on se soit regardé. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne me suis jamais regardée. Hein. Mais ça ne devait pas être beau. La première fois, est-ce que vous avez un souvenir du premier cadavre, finalement, que vous avez vu, de quelqu'un qui soit mort comme ça? La première fois, c'était des tas de chiffons que je voyais au coin de certaines baraques. Quand on est arrivé à l'aube, il y avait des espèces de tas de chiffons qui étaient au coin de certaines baraques. Et puis, en fin de compte, ces tas de chiffons, c'était les mortes de la nuit. Alors, les mortes de la nuit, on les emmenait au four crématoire. Alors au début, ce n'était pas le four crématoire. Au début, on avait creusé des grandes fosses très profondes. On n'a jamais su pourquoi on creusait ça. Eh bien, on aperçoit dans le fond
des corps qu'on jette dans cette fosse. Parce qu'au départ, il n'était pas question de brûler les corps, ils mettaient les morts de la chambre à gaz dans une fosse. Seulement la fosse, la chair disparaît, mais l'os, le cadavre, il reste. Et les nazis ne voulaient pas de preuves de ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont commencé à brûler les corps. Est-ce que dans ce genre de situation, je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question, mais il y a, par exemple, je ne sais pas, des histoires d'amour dans ces camps, des rapports sexuels, est-ce qu'il y a des rapports intimes, par exemple? Il y avait quand même celles qui dirigeaient les baraques. Oui. Elles étaient là, sur place, du matin jusqu'au soir. Elles avaient des petites pièces, des petits bouts de pièces, des petites chambres, si vous voulez. Et comme elles arrivaient à avoir des petits cadeaux de la part de celles qui logeaient dans leur bâtiment, eh bien, elles avaient des moyens, parce qu'on n'avait pas d'argent. L'argent, ça marche pas, mais c'était du troc. Voilà. Alors, il y avait le moyen de faire du troc. Et celles qui avaient de gros moyens pour faire du troc, eh bien, peut-être que oui, il pouvait y avoir des rapports. Il fallait faire très, très attention. Mais attention, je ne pense pas que ce soit des rapports entre Allemands, soldats allemands et déportés. Ça, je ne crois pas. Ils avaient tellement une haine très, très, très forte des Juifs que je ne crois pas qu'un soldat, même, ou un officier, mais même un soldat, se serait sali en flirtant avec une Juive. Ça, je ne le crois pas. Mais c'est vrai qu'il pouvait y avoir des échanges, comme vous dites, et des histoires de sexe, parce que il y avait ce fameux troc. Il y en a qui avaient, je ne sais pas moi, un bout de chiffon, ne serait-ce qu'un crayon, un bout de papier, tout avait de la valeur. Donc, s'ils arrivaient à avoir un petit truc comme ça, il y a peut-être qu'ils pouvaient se dire. Les capots, par exemple, les capots, les dirigeants, les capots, les Blokova, elles avaient des facilités, elles étaient mieux nourries puisqu'elles nous volaient notre ration. Alors peut-être qu'elles ont eu des échanges de sexe. Vous vous souvenez, vous, de la chef de votre bloc, la Capo? Oh non, non. Moi, Non. je ne me souviens de rien, même pas du nom des camarades. Je suis incapable de savoir avec qui je partageais la koya. Alors que nous étions 6, tous les soirs, toutes les 6, les mêmes personnes. Et le matin, quand on se levait, on était toujours toutes les 6, puis il y en avait 6 au-dessus, puis il y en avait 6 en dessous, donc on se retrouvait 18 femmes. Je suis incapable de me rappeler d'un seul visage. J'ai connu Simone Veil quand on était en quarantaine. Parce que quand on arrivait dans le camp, on n'était pas tout de suite au travail. On restait dans une partie du camp qu'on appelait quarantaine pour que l'on apprenne ce que c'était que la discipline dans un camp d'extermination. Le premier jour où il faut travailler, la Capo vient nous chercher pour travailler, mais comme ce n'est pas obligatoire le travail, il n'y a pas de volontaire. Alors elle se permet, cette Capo, de choisir quelques femmes. Je suis dans ces femmes-là, je suis avec Simone au travail, il pleut, il pleut, il pleut, on passe devant un mirador, cette Blokova qui a une réputation, c'est pas une peau de vache, elle nous pousse dans ce mirador pour nous mettre un petit peu à l'abri. On s'est couché avec Simone, on était collés l'une dans l'autre, presque il devait y avoir de la vapeur qui sortait, comme on était mouillés, et on s'est endormi, mais naturellement la Capo, elle n'allait pas nous laisser dormir, comme la pluie commençait à ralentir, elle nous fait sortir et elle est tombée en extase. Simone est à la porte et je suis à côté d'elle, collée à elle pour sortir.
elle a vu que Simone, t'es trop belle, et j'ai encore dans la tête sa réflexion, t'es trop belle pour être habillée comme ça, je vais t'amener des robes, t'es trop belle et tu ne resteras pas dans ce camp, il est trop dur pour toi, t'es trop belle. Normalement, Simone aurait dû se taire, écouter et ne rien dire. Mais comme on ne connaît pas les lois, qu'est-ce que fait Simone? Ah non, moi je ne veux pas partir, moi je suis avec ma mère et je suis avec ma sœur, je veux rester avec elle. La Capot, elle aurait pu lui dire, mademoiselle, où est-ce que vous vous croyez? Moi je vous dis que vous irez ailleurs, et puis vous irez ailleurs. Votre mère, votre sœur, elles se débrouilleront de leur côté. Eh bien non. Eh bien, à Simone, elle lui a dit, eh bien, t'emmèneras ta mère et ta sœur. Elle a eu de la chance, parce que Simone était belle, c'est vrai, mais il y avait aussi... Mais je pense que Simone, qui était une brave jeune fille, je suis à côté d'elle. On est collés à la porte. On sort ensemble, mais collés à la porte. Eh bien, elle n'a même pas eu un coup d'œil vers moi. Et du coup, Simone s'est peut-être sentie gênée. Et quand elle lui a amené les robes, eh bien, elle m'en a donné une. Et je peux vous garantir que cette robe, ça m'a fait un coup de vitamine. Je me suis sentie de nouveau mieux que... Pas mieux, mais on était tellement déguisés, on n'était plus des femmes. Et là, je me suis sentie redevenir une jeune fille. Et c'est peut-être grâce à cette robe que je suis là maintenant. Hein. C'est incroyable, en tout cas, cette histoire avec Simone Veil. Et on se rend compte que, comme de partout, il y a du favoritisme. Elle n'était plus dans le camp. Hein. Elle l'avait changé. Elle l'avait mis dans un camp qui était plus facile, c'est-à-dire c'était une usine, c'était déjà plus agréable. Elle l'a vraiment beaucoup aidé, hein, cette Capot. Et quand vous êtes, par exemple, il y a encore quelques années avant que Simone nous quitte, vous étiez encore en contact? Oui, on a surtout été en contact les derniers temps. Quand elle commençait à être malade, moi j'étais à la retraite, mon mari était décédé, donc on se voyait plus souvent, oui. Après le camp de travail de Birkenau, vous êtes parti cette fois-ci dans un camp d'extermination. Ben, rien que le mot, ça vous dit tout de suite ce que ça veut dire. Hein. Il n'y a plus les chambres à gaz. Donc on va mourir, parce qu'il y a eu beaucoup de morts aussi à Bergen-Belsen, mais de notre propre mort. Terminé, il n'y a plus de chambres à gaz. Là maintenant, vous mourrez parce que vous êtes malade, parce que vous avez faim, parce que vous avez froid, mais vous n'avez plus de chambre à gaz. Combien de temps vous êtes resté là-bas, dans ce lieu-là? Alors, à Bergen-Belsen, on y est arrivé en novembre et on est parti en février. En 1945, c'est donc le moment où vous êtes libéré, où on a des Russes qui arrivent dans le camp dans lequel vous êtes. Oui, Theresienstadt. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là, à ce moment-là? Non, je n'ai jamais cherché à comprendre. On subissait, mais on ne peut pas comprendre. Moi, j'étais malade, je n'ai rien vu. Ils sont amenés, et de toute façon, ils disaient, au lieu de déporter, qu'est-ce que vous voulez qu'ils leur disent? Ils ne parlent pas déjà la même langue. Hein. Ouais. Et puis ensuite, les soldats qui étaient là, ils s'étaient battus. Hein. Avant qu'ils soient là, j'étais dans un lit d'hôpital. Et puis, ils sont là maintenant, mais je suis toujours dans le même lit d'hôpital. Ça n'a pas changé. Vous aviez le typhus? J'avais le typhus, voilà, exactement. À ce moment-là. J'avais le typhus. Alors, résultat, c'est que j'ai été soignée. Si les Russes n'avaient pas été là, je ne sais pas si on m'aurait soignée. Tandis que là, comme on est libéré, donc j'ai été soignée. Quand même, vous vous rendez compte que ça y est, c'est terminé? Je ne sais pas tellement si je me rends compte. Enfin, oui, je le sais. Oui. Je le sais. Mais est-ce que je réalise? Est-ce que je ne sais pas. Alors à ce moment-là, du coup, vous rentrez à Paris pour retrouver votre maman? Oh, ben, c'est pas si facile que ça, quand même. Hein. Parce que il a fallu revenir en France. Ouais. Je suis arrivée en avion, oui, à Lyon. Ouais. À Lyon, je suis dans un centre d'accueil. Pour moi, je ne sais pas si maman... Pour moi, tout le monde est mort dans ma famille. Hein. Je crois que personne n'est vivant. Et donc, j'arrive à Lyon. À Lyon, je suis dans un centre d'accueil.
on nous pose des questions, des questions, les mêmes questions pour comparer. Est-ce que vraiment on a été déporté? Est-ce qu'on n'est pas des collaborateurs? Est-ce qu'on n'est pas des nazis? Et puis quand ils pensent qu'on est vraiment des déportés, alors là, mettez-vous en rapport avec vos familles. Ben, ma famille, moi, personnellement, je pense que tout le monde a été arrêté. Et chez qui je vais aller et où je vais aller, puisque j'ai personne pour me recevoir. Alors, comme je suis en très mauvais état, eh ben bon, je vais aller à l'hôpital. Et j'attends qu'on vienne me chercher pour m'emmener dans un hôpital de Lyon. Et là, quand on était dans une salle d'accueil, et puis les gens venaient nous voir, et ils nous amenaient des gâteaux, des bonbons, de l'argent même. Et puis quand même, ils nous montraient, est-ce qu'on a vu leur famille, est-ce que... Et puis, il y en a une qui passe devant moi, elle s'arrête, elle me regarde, et voilà qu'elle me reconnaît en tant que fille. Mon nom de jeune fille, c'est Charkaski. Eh bien, mais dis donc, t'es une fille Charkaski, toi? Ben oui, je me rappelle encore de mon nom. Cette femme, je suis persuadée qu'elle a venu me dire qui elle était, puisqu'elle me reconnaît. Ça doit être quelqu'un, des amis ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai toujours cru que je retrouverais cette personne. Je ne l'ai jamais retrouvée. Si ça se trouve, je la croise, et puis elle ne m'a jamais dit « c'est moi qui t'ai dit que ta famille était vivante ». Et puis après, bon, naturellement, sachant que ma famille est vivante, je ne vais même pas à l'hôpital. Je rentre sur Paris, et puis à Paris, moi je veux rentrer chez moi, puisqu'on me dit que c'est et que je me rappelle où est-ce chez moi. Et puis j'arrive à la maison, c'est ma mère qui m'ouvre, et on est dans les bras l'une de l'autre, et ma mère me dit qu'elle doit on lui a téléphoné pour lui donner des nouvelles de papa et de Gilbert, et on lui donnera ces nouvelles demain matin. Alors, moi je sais bien que papa et Gilbert sont partis en fumée, et je sais très bien qu'on ne peut pas lui donner des nouvelles. Si, des nouvelles quand on les a vus à Drancy, en prison, mais après ça s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nouvelles? On les a rencontrés en prison. Et donc, elle va croire qu'ils sont en vie quelque part et qu'ils vont revenir. Tandis que moi, avec l'expérience que j'ai et que maintenant les sentiments, j'en ai plus, à un moment, mais non, maman, tu n'auras pas de nouvelles de papa et de Gilbert, on les a gazés, on a brûlé leur corps. Qu'est-ce qui a choqué ma mère? Gazer, brûler leur corps, ou est-ce que seulement elle a réalisé quoi que ce soit? Elle a réalisé simplement qu'elle ne les reverra plus. Et ça, jamais ma mère ne m'a dit quoi que ce soit pendant les 8 ans qu'on a vécu ensemble. C'est moi qui, quand elle est morte, je reste 1 an toute seule, et puis j'ai l'occasion de rencontrer un jeune homme, on se plaît, on se marie, et puis on a un enfant. C'est-à-dire que c'est au bout de 10 ans que j'ai eu des remords. Oui, ça a été, comment dire, un peu brutal. Eh bien oui, c'était très très brutal même. J'aurais jamais dû faire ça. Je pouvais vous rendez compte, une mère, une épouse qui croit que qu'elle va les voir, et puis d'un seul coup, moi j'arrive et je lui dis non, ils sont morts. Et quelle façon en plus, hein. Alors ça, le remords m'est tombé dessus, mais je vous dis, 10 ans après, hein. Là, on est actuellement, là, vous me recevez chez vous, Ginette. C'est là, vous viviez donc avec votre maman quand vous êtes revenue? Oui. Vous n'avez jamais déménagé depuis? Non. Pourquoi? Ben pourquoi j'aurais déménagé? J'ai un quartier qui est extraordinaire, une maison qui est très confortable. Je ne vois pas pourquoi j'aurais déménagé, hein. Ça vous rappelle pas des choses que vous essayez de... Non, je ne suis pas une sentimentale. Je suis une réaliste. Et je vis le moment présent sans penser... Maintenant, c'est comme ça. Peut-être qu'avant, je n'étais pas comme ça. Mais maintenant, c'est comme ça. Plus tard, on verra. Ce que j'ai vécu, ben, c'est vécu. On ne peut plus le changer. Alors, pourquoi y penser sans arrêt?
Vous vous mariez plus tard avec l'homme que vous rencontrez. Vous faites donc un enfant qui est le batteur du groupe Téléphone. Qui était. Oui, mais qui restera quand même Ah, toujours. bah oui, dans les souvenirs des gens, oui, c'est sûr. C'est dingue, il y a une fierté. Il est toujours batteur, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça, c'est toujours sa passion, et ça sera ça jusqu'au bout de sa vie. Hein. Mais maintenant, il fait autre chose. Chez vous, il y a plein de choses, des disques d'or du groupe Bah oui, Téléphone. bah c'est normal. Ça doit être une immense fierté. Je suis une immense fierté, il ne faut pas exagérer. Oh bah si. Je suis surtout très contente qu'il puisse gagner sa vie avec une passion. Ça, c'est vraiment de la chance que pas tout le monde n'a. Et votre fils, vous avez quasiment jamais parlé avec lui quand il était petit. Non. Même plus grand de ce que vous avez vécu. Vous avez du mal à parler avec votre famille. Oui, mais comment ça. vous... Mais pourquoi raconter des choses qui sont... Bon, j'ai subi ça, j'ai supporté. Normalement, j'aurais même dû jamais en parler. J'en ai parlé au bout de 50 ans, je crois. Et quand j'en ai parlé, c'est parce que Spielberg avait fait son film La liste de Schindler. Ouais. Il avait gagné beaucoup d'argent avec ce film. Il a monté une fondation avec cet argent et il a envoyé des jeunes cinéastes interroger les survivants qui voulaient parler, naturellement. Hein. Ils ne vous ont pas obligés. Et donc un jour, je suis tombée sur ce jeune qui voulait m'interroger. Pendant longtemps, je lui ai dit non. Et puis, à un moment donné, j'en avais marre et je lui ai dit, bon, eh ben, si vous avez du temps à perdre, vous n'avez qu'à venir. Moi, je ne me rappelle de rien. Et puis, en fin de compte, je ne sais pas comment il s'y est pris. Mais comme j'avais tout refoulé pour ne pas me rappeler de cette période, il assume. Moi, je ne sais pas. Il faudrait que je retrouve la cassette où il m'a interrogé pour savoir ce que je réponds. Mais il a su me faire parler. Aujourd'hui, vous allez dans plein de collèges, dans plein de lycées. Ah là, ça, c'est devenu mon métier. Hein. Tous les jours, je suis ailleurs. Avant, ce n'était pas autant. Mais maintenant, les professeurs sont très demandeurs. Donc, je suis prise tous les jours. Ça, c'est vrai. Un emploi du temps de ministre. Oh oui, chez un ministre, il y a une secrétaire et moi, j'en ai pas. Alors, je fais des bêtises. Il y a une question que je voulais vraiment vous poser parce que je ne crois pas en tout cas, l'avoir entendue une seule fois. Quand vous avez appris qu'Hitler s'est donné la mort, vous vous souvenez de ce jour-là ? Je ne me rappelle pas avoir appris qu'Hitler s'était donné la mort. Ah bon ? Je ne me rappelle pas du tout, ça je ne me rappelle pas. Et moi, j'aurais voulu qu'on voie son corps pour vérifier si c'était vrai. Est-ce qu'on l'a fait? Je ne sais pas. Et si vous l'aviez, admettons, vu, vous lui auriez dit quoi? Je ne sais même pas ce que j'aurais dit. Mais à quelqu'un, un antisémite, je pourrais lui parler et lui dire qu'est-ce que tu reproches aux Juifs et pourquoi tu les détestes. Là encore un peu, mais un mec comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais par contre, si je rencontre un antisémite, oui, là, celui-là, je veux bien lui parler et demander des explications. Mais à ces dirigeants, Hitler, Pétain... En tout cas, moi, j'ai toujours du mal à réaliser que ça s'est produit il y a moins de 100 ans. C'était hier, hein? Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est vieux, 75 ans. Non. Alors qu'en réalité, pour moi, c'était hier. Oui. J'arrive pas à concevoir comment ça a pu être possible aujourd'hui, avec du recul, c'était il y a moins de 100 ans, voilà, comme on le dit. Comment une telle abomination a pu avoir lieu? C'est vrai que moi, quand je l'entendais à l'école, ça me paraissait mais vraiment un autre monde hyper loin. Et là, en grandissant, je me rends compte, surtout en plus en vous rencontrant, forcément, ça donne sens. Et si maintenant, il y avait ça, qu'est-ce qui se passerait? J'ai des amis qui ont vécu le Veldiv. Les gens étaient là, à la descente des autobus, à regarder. Ils étaient à un spectacle.
personne ne disait aux agents de police « mais vous n'avez pas honte de faire ce travail-là, laissez-les partir ». Non, on les regardait pousser les gens pour rentrer au Veldiv. Maintenant, est-ce que ça serait, peut-être que ça serait pareil. On aide beaucoup les migrants, il y en a qui les aident, et puis il y en a aussi qui voudraient les voir ailleurs que sur notre territoire. Hein. Il y en a que ça dérange. À Calais, par exemple, les pauvres migrants qui sont là pour attendre pour passer en Angleterre, eh bien, il y en a qui les trouvent un petit peu gênants. Je crie sur tous les toits que ce qui est arrivé, c'est la haine qui en est la cause, donc faisons très, très attention, la haine, c'est un pied dans Auschwitz. Et pour ne pas, justement, que la haine vienne s'installer chez nous, eh bien, acceptons les autres comme ils sont. C'est pas parce qu'ils sont musulmans, juifs, catholiques, protestants qu'on est mieux ou moins bien que les autres. On n'est simplement que des êtres humains et essayons de nous accorder ensemble. C'est tout. Pourquoi moi, j'aime pas quand on dit ça, il est musulman, il est juif, il est. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ouais, c'est un être humain, c'est tout. Aujourd'hui, moi, quand je vois la violence sur les réseaux sociaux, le racisme, le rejet pour X ou Y raison, quand on a vécu des choses comme ça avec ces camps de la mort, on n'a plus le droit aujourd'hui d'avoir la haine envers qui que ce soit. Acceptons-nous avec nos différences. Exact. Il faut vraiment, c'est vrai, hein, je pense, renvoyer ce message d'amour et de tolérance, de liberté. On ne peut plus vivre l'impensable, ce que vient de me raconter Ginette. On a besoin des autres. Moi, je dis, c'est un petit peu terre à terre, ça d'ailleurs, hein, c'est en plus ça terre à terre, mais je dis, à mon époque, quand j'étais jeune, est-ce qu'une seule fois, j'ai su ce que c'était que manger du couscous? Mais on ne savait pas ce que c'était. On mangeait du pot-au-feu, on mangeait des ragoûts. Mais le couscous, qui est-ce qui connaissait ça? Ben moi, j'adore le couscous. Et pourquoi j'aime le couscous? C'est parce qu'il y a eu des gens d'Afrique qui sont arrivés et qui nous ont emmené leur spécialité culinaire. Alors, ça, c'est le couscous. Et puis alors, je me souviens toujours, la première fois que j'ai mangé la paella. Mais d'où sortait ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais ben oui, mais comment qu'on a aimé la paella? Les Portugais, les Espagnols nous ont emmené leurs plats, et comme ça, on a appris ce que c'était que la paella. Vous voyez, ne serait-ce que pour la nourriture, eh ben, on a besoin des autres. Merci en tout cas, Ginette, pour ce magnifique témoignage. Merci d'être venue m'interroger. Je suis tellement heureux d'avoir pu discuter de ça avec vous parce que, en fait, on ne me l'a jamais raconté. C'était vraiment un incroyable témoignage. J'ai envie de vous dire, voilà, beaucoup de respect pour tout ce que vous avez traversé et la femme que vous êtes aujourd'hui. Merci pour tout ce message que vous renvoyez. On aurait besoin de plus de gens comme vous aujourd'hui pour qu'il y ait plus de tolérance. Voilà, n'oublions jamais que, effectivement, de ce terrible massacre part de base la haine de l'autre. Exact. La haine de la différence. Même quand vous dites « il est musulman », déjà vous faites une différence. Attention, c'est à pied dans Auschwitz. Et vous avez entendu ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est le quart de ce qu'on a supporté avec par les nazis. La langue française est riche, hein, mais il n'y a pas assez de mots pour décrire ce que les nazis ont pu faire supporter aux Juifs. Pas que les Juifs d'ailleurs, il y avait les homosexuels, il y avait les tziganes, mais les Juifs en particulier. Vous savez, quelquefois, je regarde un bébé dans une voiture, une poussette, et puis il me fait un beau sourire. Je dis, dire que ces officiers qui ont fait rentrer les mamans, les enfants, les bébés dans les chambres à gaz, peut-être que ces gamins, ces gamines leur ont fait des sourires. Et ils les ont assassinés. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient nés. Ils leur avaient rien fait. Ils étaient simplement nés juifs.
Merci beaucoup en tout cas, Ben, Ginette. c'est moi qui vous remercie d'être venu. Je ne sais pas si vous allez avoir, peut-être que vous allez avoir des menaces après ça. Non. Mais- En tout cas, je suis content de vous avoir donné la parole. Et puis, voilà, je Et participerai à la transmission de cette mémoire, de ce qui s'est passé. Et surtout, surtout, se rappeler que la haine, c'est Auschwitz. Ça, il faut s'en rappeler, s'en rappeler, s'en rappeler. Voilà, qui est-ce qui parle? C'est Jérémy. Où est la lumière Qui ici? C'est Jérémy. Bah, Il est Ah, parti- elle est encore là? Non, Jérémy, il est parti aux toilettes. oui, je fais Ah, pipi. d'accord. Mais il a la prostate qui travaille. Ouais, il commence. Il est jeune.